architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Le parc de Blenheim est l'œuvre de Capability Brown, l'un des plus grands paysagistes britanniques du XVIIIe siècle. Il invente une nouvelle façon de concevoir les jardins, influencée par l'atmosphère des tableaux romantiques et des paysages ruraux. Blenheim s'étend sur plus de 2000 hectares. Si le parc existait déjà avant l'intervention de Capability Brown, c'est lui qui entreprend les grands travaux qui vont lui donner l'essentiel de sa forme actuelle. Il rompt avec le modèle en vogue à l'époque, le style régulier français. En créant une campagne idéalisée avec des collines verdoyantes, des prairies, des prés, des lacs et des rivières, Capability Brown compose à Blenheim un authentique paysage anglais. Oliver Cox est historien et chercheur en architecture du paysage du XVIIIe siècle. Oliver, quels sont les aménagements les plus emblématiques de Capability Brown à Blenheim Palace ? Le palais de Blenheim est l'endroit parfait pour voir ce que Capability Brown fait de mieux. Ce qu'il fait ici est tellement incroyable. Il crée ce vaste lac en faisant un barrage sur la rivière Glyme. Là où il y avait autrefois un canal à la française, désormais, il y a un large lac anglais. Il détruit le grand parterre au sud du palais pour le remplacer par une superbe pelouse. Et quand il supprime cet immense parterre, c'est vraiment gigantesque. Cela faisait 5 hectares de forme géométrique, soigneusement plantés, soigneusement taillés et soigneusement entretenus. Et ce n'est pas comme s'il détruisait quelque chose d'ancien, de vieux d'un siècle. C'est quelque chose de très à la mode. Mais Capability Brown s'évertue à créer une nouvelle approche, avec de belles étendues d'herbe et de grands espaces ouverts. Alors les principaux outils de conception du paysage de Capability Brown, ça va être les mouvements de terrain, les prairies, l'eau bien entendu, et puis les arbres. De quelle manière les arbres vont devenir un outil de scénographie du paysage ? La façon dont il utilise les arbres est particulièrement intéressante. Il les utilise pour cacher certains éléments, en révéler d'autres, dégager une vue, en fermer une autre. Il les utilise ici à gauche pour bloquer la jonction du pont avec le paysage. C'est un endroit formidable pour regarder le palais de Blenheim. La vue que nous avons ici est une image parfaite. Les arbres forment comme un cadre, cachant certaines parties du palais. Ils nous obligent à regarder exactement là où le spectateur doit regarder. Imaginez-vous être dans un carrosse pendant 2 heures, ou même 2 jours, et vous attendez avec impatience d'avoir un aperçu du palais de Blenheim. Brown réussit à retarder cet aperçu encore de quelques instants. Il crée une tension. Il est comme un sculpteur, un décorateur, un réalisateur. Il est tout ça à la fois. Et puis les couleurs et les feuillages étaient des éléments importants de sa constitution du paysage. C'était un peintre. Il utilisait des couleurs. Par exemple, les hêtres pourpres sont comme des feux d'artifice. Leur couleur rouge sombre contraste avec le vert foncé. Il valorise le paysage. Ça attire le regard du spectateur. C'est un génie qui manipule le regard humain, ses émotions, son ressenti par rapport au paysage. L'autre point important sur la façon dont Capability Brown utilise les arbres dans son décor, c'est qu'ils sont tout à fait naturels. Nous ne les alignons pas comme les Français, en ordre. Rien de tout ça pour nous autres Anglais. Nous préférons la liberté, laisser pousser nos arbres naturellement.
Capability Brown, il va faire d'une pierre deux coups. Il ne va pas que faire un paysage esthétique, il va aussi fabriquer un paysage qui est rentable économiquement et qui est pratique d'usage. Exactement. Ce ne sont pas seulement des peintures, ce sont aussi des paysages rentables, dessinés pour satisfaire les besoins du domaine et ceux de l'aristocratie qui les a construits. Cette vaste zone d'herbe où nous nous trouvons actuellement est tondue par les moutons. Les moutons coûtent beaucoup moins cher qu'une armée de jardiniers. Avec le massif d'arbres que nous voyons ici, ou aussi le bosquet, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne sont pas seulement là pour bloquer la vue. Ils servent de nurserie pour les petits oiseaux. L'un des principaux changements qui a eu lieu au XVIIIe siècle, c'est que les fusils de chasse sont devenus beaucoup plus efficaces. Et l'idée d'aller chasser le week-end devient très populaire. Pareil pour le lac. Il y a beaucoup de poissons dedans. Il y a beaucoup de perches ici à Blenheim. Et la perche qui a grandi dans le lac va servir de repas au seigneur. En observant cette aire, on s'aperçoit qu'il y a un niveau important d'autosuffisance. Alors, il fallait quand même que le propriétaire ait un culot exceptionnel pour laisser un paysagiste comme Capability Brown fabriquer un paysage rural, finalement, c'est rien d'autre qu'un paysage rural, autour d'un grand palais. La mode y est pour beaucoup dans tout ça. C'était très tendance d'avoir ces paysages irréguliers. Et pourtant, Oliver ne va pas complètement abandonner le style formel, le style régulier, le style géométrique qui était passé de mode à cette époque. Il travaille avec l'histoire pour créer une nouvelle histoire en adéquation avec les générations futures de la famille. Cette immense avenue qui s'étend ici, après la colonne de la Victoire, en passant par le pont et jusqu'au cœur du palais. Brown ne s'en est pas débarrassé car elle faisait partie de l'héritage familial. Et il sait ce qui est important pour eux. Le palais de Blenheim se dresse sur un plateau qui domine le lac. La rivière Glim est retenue en aval par un barrage qui forme une cascade. Une vaste forêt de charmes et de chênes recouvre l'ouest du domaine. Au sud du palais s'étend une immense pelouse. La cour principale s'ouvre sur une perspective magistrale qui emprunte un pont et s'étire au milieu des pâturages pour s'achever au nord par une longue avenue bordée de tilleuls. L'histoire de Blenheim commence 60 ans avant l'arrivée de Capability Brown. Le domaine est conçu au début du XVIIIe siècle par l'architecte John Vanbrugh et le jardinier Henry Wise. Il s'agit alors de démontrer la puissance politique et militaire de la famille. Blenheim ne cessera d'évoluer au fil du temps et des relations entre la France et l'Angleterre. Boone Norton est historienne. Les tensions militaires entre la France et la Grande-Bretagne au tout début du XVIIIe siècle sont à l'origine de la création de ce palais et de ses jardins. Le palais de Blenheim a été construit par le premier duc de Marlborough, John Churchill, qui remporta la bataille de Blenheim en 1704 contre les Français. Il fut grandement récompensé par la reine d'Angleterre, la reine Anne. Pour elle, c'était un énorme succès, une victoire militaire d'envergure, qui par conséquent méritait une grande récompense. Le cadeau, c'était ce domaine, et l'argent pour construire cette demeure. Alors cette tension entre la Grande-Bretagne et la France est aujourd'hui extrêmement lisible dans les détails architecturaux qui sont autour de nous. Oui, si vous regardez sur la tour, ce qu'il y a au-dessus est une parfaite image de l'atmosphère qui régnait à l'époque. Le symbole est une fleur de lys inversée, puis au-dessus d'elle, vous avez un boulet de canon qui l'écrase, et au-dessus du boulet de canon, vous avez une couronne de duc, signifiant que le duc a vaincu les Français. Au-dessus de cette arche là-bas, vous avez le lion anglais, dévorant le coq français. Cela signifie que les Anglais ont écrasé les Français.
Et alors malgré ces tensions entre la France et la Grande-Bretagne, l'influence culturelle française est encore très présente ici à Blenheim au tout début du XVIIIe siècle, au tout début de l'histoire du palais. Oui, à l'époque, lorsqu'il construisait cette imposante demeure, il voulait faire grande impression. Et pour impressionner, il voulait imiter les Français, car en France, Louis XIV venait tout juste de construire Versailles. C'était un vrai modèle pour tout le monde en Europe. Henry Wise, le premier jardinier de Blenheim, avait conçu 3 grands jardins aux abords du palais. Le plus important, au sud, était un gigantesque parterre relié à un grand jardin hexagonal. Un ensemble de 5 hectares aux lignes géométriques. Ce jardin régulier n'a pas subsisté aux grands travaux entrepris par Capability Brown. Au début du XXe siècle, Blenheim renoue avec son caractère classique. Un sublime parterre d'eau et de broderie à la française est aménagé aux abords du palais. Alors de nombreux jardins ont été supprimés au moment du passage de Capability Brown au profit de jardins beaucoup plus irréguliers. Et alors, ironie du sort, au début du XXe siècle, on fait appel à un jardinier, un paysagiste français, pour intervenir autour du palais. En effet, c'est le 9e duc qui décida de rendre au palais de Blenheim sa splendeur passée. Il engagea pour cela M. Achille Duchesne, qui était à l'époque un grand architecte paysagiste français. Il remettait au goût du jour le style français. Il créa ce jardin, ici appelé les parterres d'eau. Il créa également le jardin de l'autre côté, à l'est, et que l'on appelle le jardin italien, car plus proche du style italien. Alors ce qui est extraordinaire ici, c'est que le travail de Duchesne va mettre en scène celui de Capability Brown avec ses terrasses qui donnent vraiment le sentiment de plonger dans son grand lac. Oui, il ne voulait pas toucher à ce qu'avait conçu Capability Brown, car c'était une grande réussite. De ce côté-ci, il fallait qu'il compose avec la structure de la maison. Il fallait faire attention à ne pas toucher aux fondations du palais et à ne pas plonger dans le lac. C'est pour cela qu'il construisit les parterres d'eau, comme on le voit ici, sur 2 niveaux, pour s'assurer que le premier soit proportionnel avec la maison et l'autre soit comme une avancée vers la rivière. La pièce centrale du parc est le lac. L'eau est un élément incontournable dans l'œuvre de Capability Brown. Grâce à ce lac, il va également drainer les terres alentours et les rendre plus fertiles, fidèle à sa volonté de lier le beau et l'utile. John Phibbs est historien des jardins. John, qui était Capability Brown et surtout, pourquoi a-t-il bouleversé l'histoire des jardins en Europe et particulièrement en Grande-Bretagne ? Je pense que son passé explique bien pourquoi il était si révolutionnaire pour l'époque. Fils de métayer, il est né à Northumberland, complètement au nord de l'Angleterre, près de l'Écosse, dans un comté rempli de vastes espaces ouverts et de grandes vallées. Comme c'était un fils de fermier, c'était une sorte d'aborigène, un autochtone anglais.
Il essayait de rester humble, car il prétendait qu'il ne faisait que refléter la nature de la campagne anglaise. Cette manière de se cacher derrière la nature était normale à l'époque, car on disait que celle-ci aurait le dernier mot, et les plus belles réalisations de Capability Brown, comme Blenheim, paraissaient naturelles, comme s'il n'avait rien fait. Alors comment va-t-il faire de Blenheim un des jardins les plus emblématiques de l'art paysager anglais à cette époque? Il faut se souvenir que lorsqu'il arriva ici, Blenheim était dans un sale état. C'était un chantier terrible. Et ce n'était pas juste un désordre, c'était un désordre français. Cela n'avait jamais vraiment été achevé. Vous aviez cet énorme palais, cet énorme pont qui passait au-dessus d'un petit canal, et ce canal était invisible depuis la maison. Brown prit un énorme risque. Il fallait qu'il crée un paysage incroyable, emblématique, en utilisant des matériaux et des méthodes architecturales à l'opposé des Français. Dès qu'il l'acheva, ce fut un triomphe, parce qu'il réussit à faire quelque chose de ce bazar. Ce qui le rend vraiment unique, c'est le lac, sa démesure, la taille du lac qui inonde la vallée. D'ici, puis sous le pont, et sur plus d'1 kilomètre de l'autre côté, et jusqu'à la cascade. Alors comment s'y prend-il pour transformer ces anciens canaux en un lac qui aujourd'hui a l'air complètement naturel? En creusant dans l'eau pour dégager le fond, il comble les bords pour avoir cette courbe lisse et sans fin. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au bord du lac, vous pouvez penser que c'est une rivière. Les rivières signifient l'éternité, le flot, la liberté car elle coule vers la mer. Cette idée de rivière était extrêmement importante pour Brown. Et alors ce décor qui aujourd'hui est unanimement célébré a connu des détracteurs au XVIIIe siècle, je suppose. Oui, il a connu des critiques. Mais je pense que ce qui se cachait derrière ça, c'était un problème de classe. Brown n'était pas un gentilhomme. Il n'a jamais prétendu en être un. Et lorsque vous regardez ses portraits, vous pouvez voir qu'il est habillé en fermier allant au marché. Capability, c'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Lancelot Brown. Pourquoi on l'appelait Capability? Capability était un surnom, une plaisanterie, car au moment de se faire embaucher pour travailler sur un paysage, il disait que ce paysage avait beaucoup de potentiel et qu'en signant le contrat, il serait capable d'en faire quelque chose de remarquable. Très rapidement, vers 1750, il devint connu sous le nom de Capability Brown. C'était un nom très accrocheur, merveilleux, et je trouve que cela résume parfaitement l'homme qu'il était. Dans le décor imaginé par Capability Brown, quand on s'éloigne progressivement du palais, la nature devient de plus en plus sauvage. Les bosquets d'arbres se transforment en forêt, les petits pâturages en vastes prairies. Le paysage s'inscrit dans la nature préexistante de Blenheim. À l'ouest du parc, la forêt compte 1 millier de vieux chênes, parmi les plus anciens d'Angleterre. Roy Cox est responsable des arbres et des grands espaces de Blenheim. En fait, la plupart des arbres de Blenheim étaient là bien avant Capability Brown. Oui, cette zone date d'environ 600 ans avant Capability. Cela fait partie du paysage anglais traditionnel. Il y a 1000 ans, vous auriez vu ces paysages de chênes partout.
Et comment fait-on pour gérer, pour maintenir un domaine comme Blenheim qui contient à la fois des arbres qui datent de l'époque médiévale, des arbres qui ont été plantés par probablement le plus grand paysagiste de Grande-Bretagne, et puis aussi un site dans lequel vous continuez à planter des arbres? Nous avons un très grand panel, entre les arbres qui ont plus de 1000 ans jusqu'à ceux qui en ont 10. Dans cette partie haute du parc où nous sommes, nous laissons les chênes et les vieux arbres assez libres. Nous gardons un œil sur eux et nous les surveillons chaque année. Il faut garder en tête que cette zone a survécu tout ce temps parce que précisément, il n'y a quasiment jamais eu d'intervention de l'homme par ici. Dès que vous vous éloignez de cette zone et que vous vous approchez de la zone qu'a dessinée Capability Brown, nous avons un plan précisant quel arbre a été planté à quel endroit, en quelle année. Nous avons une idée claire de ce que pensait Capability à l'époque, de ses ébauches autour du paysage. Cet arbre ici a environ 1000 ans. C'est le roi des chênes, probablement l'un des plus importants que nous avons ici à Blenheim. Il a l'air en pleine forme. On peut même imaginer qu'il vive au moins encore 200 ou 300 ans. Il n'y a rien qui détermine qu'un arbre peut vivre un certain nombre d'années. Celui-ci pourrait encore vivre des centaines d'années. Autour de nous, ils ont tous l'air d'avoir plus de 1000 ans. Mais si cet arbre reste en bonne santé et s'il continue à être bien entouré, il n'y a aucune raison pour qu'il ne vive pas encore des centaines d'années. Oui, vous conservez de nombreux arbres morts dans la forêt ici. Pour quelle raison? Les arbres morts sont presque aussi importants que les arbres vivants. Lorsqu'un arbre meurt, il produit différentes sortes d'habitats, et nous avons beaucoup de petites bestioles très rares. Donc lorsqu'un arbre meurt et commence à pourrir, il produit un habitat pour tous ces scarabées, toutes ces araignées et toutes les petites bêtes qui vivent autour. Ce qui est incroyable, c'est qu'au début du XVIIe siècle, tous ces arbres étaient condamnés à être coupés. Sans l'intervention du duc, aucun de ces chênes ne serait là. Ils auraient servi pour la marine, à construire des navires. Mais au début du XVIIe siècle est arrivé Capability Brown, et il a vu à quel point cette partie haute du parc était importante dans son projet pour Blenheim. Il a laissé tous ces chênes ici et les a utilisés comme parc à serre. C'est grâce à lui que nous le connaissons tel qu'il est et que nous pouvons l'apprécier ainsi. En regardant ce paysage, on dirait un tableau. Brown a été influencé par des peintres du XVIIe siècle, comme le français Claude Lorrain. Puis au XIXe siècle, viennent des peintres comme Turner. Turner est tellement inspiré par les paysages de Capability Brown qu'il vient ici, à Blenheim, pour peindre. On a donc un paysage inspiré de peintres qui, à son tour, inspire une autre génération de peintres. Capability Brown reste le plus célèbre, même une fois disparu, parce que ces paysages semblent tellement naturels, comme si la nature elle-même les avait créés. Mais quand on regarde autour de nous, tout est composé par l'homme, pensé pour donner cette impression de nature spontanée.